Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. L'actualité ce dimanche est dominée par la présidentielle 2025 qui se prépare. Le président du PDC RDA, Tidjane Thiam Yamoussoukro, est dans la foulée à renoncer à sa nationalité française. De leur côté, Gbagbo et Bion en meeting, Marcory, Yopougon, des commentaires et analyses tout comme sur la situation en RDC. Quels sont les risques de généralisation du conflit? Pour en parler, nos débatteurs de ce soir. Félix Boni, bonsoir. Bonsoir, Dr Kolo. Bienvenue, Félix Boni. Souhaitons également la bienvenue à Alafé Wakili. Bonsoir, Alafé. Bonsoir, Kolo. Patron de l'intelligent d'Abidjan. Lanciné Bakayoko est avec nous ce soir. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, Dr Kolo Koulibaly. Et bienvenue également à Michel Bétard. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Kolo. Voilà, du journal Le Bélier. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Une semaine animée sur le plan politique des acteurs de l'opposition sur le terrain. Yamoussoukro, Marcory, Yopougon. Davis Oyo fait le tour. À un peu plus de 8 mois de la présidentielle d'octobre 2025, les formations politiques mobilisent leurs troupes. Le PPACI de Laurent Gbagbo fait du porte-à-porte à travers une opération baptisée le Kokoko. Après Adjamé Village, hier samedi 8 février, cadres, militants et sympathisants, guidés par l'ex-président de la République, ont animé un meeting à Marcory résidentiel. Un meeting à double enjeu. Mobiliser les militants pour obtenir son inscription sur la liste électorale et préparer le terrain pour la victoire à la présidentielle prochaine. Au PDCI RDA, l'enjeu est également double. Préparation de la convention qui désignera le candidat du parti et également préparer le terrain pour la victoire du parti au scrutin présidentiel d'octobre 2025. À ce niveau, Tidjane Thiam et Jean-Luc Bion sont les principaux protagonistes. Le délégué départemental de Dabakala, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, donne le ton. L'ancien ministre du Commerce a tenu un meeting hier samedi 8 février à la place CP1 de Yopougon. Objectif, rallier les militants du parti à sa cause. Dans une semaine, ce sera au tour de Tidjane Thiam, président du parti, qui vient de renoncer à sa nationalité française, de s'adresser aux militants du PDCI RDA dans cette même commune, précisément à la place Figayo. Pour les observateurs, ce mano à mano entre Tidjane Thiam et Jean-Luc Bion était moyen de jauger la cote de popularité de chacun. On va commencer par la capitale politique où déjà Tidjane Thiam a rencontré des membres du PDCI RDA. Félix Boni, il y a comme eu cette semaine un bouillonnement de l'opposition. Quel est votre commentaire? Oui, effectivement, un bouillonnement de l'opposition, en commençant par la capitale politique, comme tu viens de le dire. À Yamoussoukro, j'ai suivi une cérémonie qui a duré à peu près 3 heures du temps, mais de tous ces 3 heures du temps, j'ai senti que les militants, en tout cas ceux qui étaient en face, attendaient quelque chose de bien précis. Et cette chose s'est déroulée en 5 minutes, notamment des explications sur le dépôt de ce dossier de renonciation à sa nationalité par leur président, qui a tenté de plus ou moins s'expliquer. Et je voyais un public quand même un peu inquiet parce que ces propos qu'il a tenus ont pas réellement suscité de l'enthousiasme dans la salle, ce qui montre que les militants qui sont encore avec le président Tidjane Thiam sont toujours inquiets par rapport à cette question, parce que c'est une procédure qui vient d'entamer. Et selon les dispositions qu'on voit, qu'on a plus ou moins visitées, parce que j'ai pris le temps toute la nuit de regarder, c'est une procédure qui peut prendre un certain temps. Là où dans 4 à 5 mois exactement, parce que fin juillet, la candidature devrait être déjà déposée, il va falloir déposer sa candidature. Là où dans 3 mois ou 4 mois, peut-être éventuellement, le PDC va faire sa convention. Là où le bureau politique est annoncé pour le début du mois d'avril, est-ce qu'un bureau politique va pouvoir se tenir dans ce contexte et que le président du PDC aura à remplir toutes les conditions pour convaincre les militants qui sera effectivement éligible en 2025? La question se pose, et surtout la grande question, est-ce cela qui a retardé ou qui retarde éventuellement la fixation d'une date pour la convention du PDCI-RDA? Est-ce qu'on n'a pas menti trop tôt aux militants du PDCI-RDA, parce que depuis tout ce temps, ça aurait pu être dit ouvertement, là où le porte-parole, les compagnons directs, le juriste maison,
tout le monde a dit non, il n'a pas de souci d'éligibilité, il n'a pas de problème, c'est un Ivoirien exclusif. Et maintenant, là, on découvre que ce n'est pas un Ivoirien exclusif. Est-ce qu'on n'a pas trop menti aux Ivoiriens? Parce qu'on peut avoir menti aux militants du PDCADA, ceux qui veulent bien y croire, mais après, il va falloir se retrouver sur le plan national pour convaincre tous les Ivoiriens qu'on a un président qui a une parole unique et qui vraiment dit des choses qui sont claires. Et là, je crois que Yamoussoukro, les regards restent encore, les interrogations continuent de se faire. À Abidjan, on a vu un peu le PPACI qui a entamé son opération Coco, une forte mobilisation pareille pour Jean-Louis Bion du PDCI également, qui est en train de s'attaquer plus ou moins à des murailles difficiles, notamment Yopougon, après avoir réussi le bain de Kofi Kro. Donc, on se dit qu'en face, il y a quand même des candidats qui l'opposition est en train de se bouger. Mais pour l'instant, le gros point d'interrogation, quelle opposition dans une certaine stratégie face au pouvoir, il ne voit pas de cohésion entre les acteurs de cette opposition. Et cela sonne vraiment un avenir peut-être un peu difficile. Elle a fait Wakili, ce dossier de nationalité française, est-ce que ça va impacter la vie du PDCI RDA? Oui, c'est possible. J'ai écouté une vidéo du député de Yopougon, l'honorable Oufoué, qui dit que de toutes les façons, au moment de la convention du PDCI, on saura déjà la vérité. C'est-à-dire, on a un bureau politique en avril qui va arrêter la date de la convention peut-être en mai ou en juin. Je ne sais pas, donc dans 4 ou 5 mois. C'est-à-dire au moment où M. Tidjane Thiam va déposer sa candidature à la convention du PDCI, il doit en principe être exclusivement ivoirien. C'est-à-dire que son décret ou tout document en dehors de sa propre démarche, tout document opposable au Conseil constitutionnel ivoirien doit être disponible à cette date. La difficulté, c'est que le président du PDCI, à 8-9 mois des élections, qui dit avoir tout réglé avec Paris, avec l'Élysée, tout donne l'impression que son sort dépend aujourd'hui pas du PDCI, pas des Ivoiriens, mais de Paris. Est-ce une bonne chose, à 8 mois des élections, de faire en sorte que son sort dépende d'un bout de papier des autorités françaises? Ça me paraît un peu risqué, mais il a aussi donné l'impression de maîtriser les événements et le cours des choses. Il a indiqué qu'il a été prévenu par le PDCI lorsqu'il déposait sa candidature et que c'est un homme de parole, il s'était engagé à le faire et donc il doit penser maîtriser les choses et être dans les délais. Il faut souhaiter pour lui, pour le PDCI, que ces délais-là se passent dans de bonnes conditions. Michel Bétard, juste à côté de la fée. Michel? Oui, bon, s'agissant des différents meetings qui se sont déroulés sur le territoire, on a eu le meeting de Laurent Gbagbo qui s'est encore attaqué à son éligibilité, à son inscription sur la liste électorale. Et je pense que c'est un problème important. Jusqu'ici, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et ce n'est pas de nature à rassurer quant à la poursuite du processus même électoral et au déroulé des élections. J'entendais certains de ces militants qui disaient si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Bon, ça c'est des mots assez forts quand même. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire revive ces tensions électorales qu'elle a connues par le passé. J'ai vu aussi un Jean-Louis Bion tout flamme à Yopougon qui s'est attaqué, disons-le, à la génération de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Et ils pensent que l'heure est venue de céder le pouvoir à une nouvelle génération. Et à Yamoussoukro, c'est un Tidjane Thiam qui a rassuré tout au long de son discours, comme l'autre l'a dit. Il y a une salle à Chikom, contrairement à Boni qui n'y était pas. Il n'a pas vu l'enthousiasme, mais moi j'y étais, j'ai vu l'enthousiasme. Il y avait non, s'il te plaît. J'y étais dans la salle, j'ai vu l'enthousiasme des militants qui, ma foi, ont été convaincus du discours de leur président, qui a rassuré encore. Parce que moi, j'ai vu dans les propos du président quelqu'un qui veut être honnête avec les populations, honnête avec les Ivoiriens. Vous savez, souvent quand on parle de ces choses-là, les uns les autres ont tendance à vouloir minimiser ça. Parce que, en fait, parlons des nationalités dans ce pays. On a collé des nationalités à d'autres personnes. Aujourd'hui, on se demande où sont ces nationalités-là. Parce que
Personne n'a dit ouvertement, hein, alors qu'on connaît tous les tenants, tous les aboutissants, personne n'a dit ouvertement, j'ai renoncé à telle nationalité, alors qu'on leur connaissait d'autres nationalités. Aujourd'hui, le président du PDCI a usé d'un langage de franchise. Et ça, moi, je veux saluer cela, d'honnêteté. J'ai la nationalité française, je renonce à ma nationalité, je dépose les documents pour y renoncer. Ça, c'est un discours. La question, c'est comme Alafi Wakili le disait tout à l'heure, il y a un délai. Non, si on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que ça va impacter ou pas la vie du parti? Non, je ne sais pas si on lit les mêmes documents, mais sinon, dans ce que moi j'ai lu, dès que tu souscris à la renonciation, ta souscription vaut lieu cette souscription-là est en même temps le fait de la renonciation. La déclaration? Oui. Souscription, qu'est-ce que tu souscris à la renonciation de la nationalité? Je ne sais pas si c'est le même document on lit, mais moi j'ai ça ici et j'ai ça avec moi. Donc pour dire quoi? Pour dire que ça peut être diversement interprété. Mais moi je veux laisser le soin au Conseil constitutionnel d'interpréter ce qui est du juridisme. Hein? Sinon les différents responsables du PDCE ont été clairs. Ils ne souffrent d'aucune condition d'inéligibilité. Parce que c'est ça aussi. Ça dit, en fait, les gens ont vite fait de faire des amalgames autour du discours du porte-parole du PDCI, du responsable juridique du PDCI. Ils ne souffrent d'aucune condition d'inéligibilité. C'est pour dire que tout ce qui va être fait pour qu'il soit éligible sera fait et il sera éligible. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je vais finir par là. Je vais finir par dire que dans le discours de Tidjane Thiam, il était face aux enseignants. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Il était face aux enseignants et ce qu'il a dit, quelque chose qui est important, mettre l'enseignement au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Et il a comparé, on peut prendre des exemples tels que Singapour, qui sont un maillon essentiel. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire doit retrouver sa place de leader, même dans la sous-région, même dans le monde, il faut que l'enseignement soit au cœur. Et il a dit. D'accord. L'enseignant Bakayoko. Bon, moi j'ai constaté les meetings qui se sont déroulés dans les différentes communes. Mais pour moi, l'actualité reste la question de la renonciation à la nationalité française du président Tidjane Thiam. D'autant que Laurent Gbagbo en a parlé à Makori, même s'il n'a pas cité directement le nom de Tidjane Thiam. Jean-Luc Bion également en a fait cas et Tidjane Thiam lui-même a fait allusion à ça à Yamoussoukro. Donc pour moi, l'actualité majeure, ça reste la problématique de la renonciation à la nationalité ivoirienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que Tidjane Thiam tente de banaliser une affaire qui risque de lui créer beaucoup de problèmes. Parce que, d'abord, sur le plan moral, ça veut dire qu'il a mis la Côte d'Ivoire en option. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire devient une deuxième option. Or, la Côte d'Ivoire devait être la priorité absolue, je dis bien absolue, de tous ceux qui veulent postuler à la présidence de la République. Mais là, on voit que Tidjane Thiam a longtemps hésité. Et aujourd'hui, il a décidé de renoncer. C'est comme si c'était une démarche opportuniste. Et moi, je trouve ça fatalement rédhibitoire. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, Tidjane Thiam dit qu'il a renoncé à la nationalité française. Mais les gens banalisent alors qu'il faut aller bien au-delà. En réalité, Tidjane Thiam est aujourd'hui dans une situation, une position d'apatridie. C'est ça la réalité. Parce que la législation ivoirienne ne reconnaît pas la double nationalité. La législation française reconnaît la double nationalité. Ça veut dire qu'en France, si vous vous promenez et qu'on vous demande votre carte d'identité, que vous brandissez la carte nationale d'identité française, en réalité, si on vous fouille et qu'on trouve une autre pièce d'identité d'un autre pays, ça ne pose pas de problème en France. Mais en Côte d'Ivoire, si on vous rafle, qu'on voit, vous dites que vous êtes ivoirien, on voit la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire avec vous, si on découvre une autre carte d'identité dans votre poche, vous êtes en infraction. Ça veut dire qu'à partir du moment où Tidjane Thiam est devenu français, de facto, il renonce à la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire qu'il cesse d'être ivoirien. Voilà la réalité. Ce n'est pas du juridisme, mais dès lors que tu prends une nationalité autre que la nationalité ivoirienne, ça veut dire que tu renonces de facto. Donc si on veut rester dans le juridisme, dans le principe même, ça veut dire que Tidjane Thiam doit introduire une nouvelle demande de nationalité aux autorités ivoiriennes. C'est-à-dire dire, je suis français, comme tout le monde, un Malien, un Congolais pourrait venir dire, bon, je postule à la nationalité ivoirienne et les autorités vont apprécier, ils vont analyser pour vérifier quoi? Ta présence, ta loyauté, ton attachement, ton patriotisme.
avant de donner cette nationalité. Or, sur ces chantiers aujourd'hui, à mon avis, Tidiane Thiam ne s'est pas montré particulièrement compatissant avec la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse le récompenser pour sa loyauté. Parce que quand Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont rendu la Côte d'Ivoire malade entre 2002 et 2010, et que tous les fils ivoiriens étaient en train de courir au chevet de la Côte d'Ivoire, le président Tidiane Thiam a fait preuve d'un absentéisme, ou j'allais dire même d'une indifférence, qui montre qu'il n'a pas d'attachement, n'a pas de loyauté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, cela pour dire quoi? Pour dire que nous avons toujours dit, et je pense que les gens ont fait la sourde oreille, mais aujourd'hui, cet autisme-là, aujourd'hui, nous avons dit que le congrès qui a eu lieu en 2023 n'en était pas un, celui qui a porté Tidiane Thiam à la tête. Parce que tous les tests ont été, si vous voulez, piétinés. Parce que je ne sais pas avec quel cas d'identité, avec quelle pièce, Tidiane Thiam a pu constituer ce dossier pour être le président du PDCI RDA. Parce que la question de la nationalité fait partie. Surtout que, le professeur Maurice Kakou Dikawe, on lui a dit qu'il pourrait être sous contrôle judiciaire, il pourrait éventuellement, et donc sur cette base, alors que Tidiane Thiam n'avait même pas la carte d'identité dans ses dossiers. Il n'avait pas de carte d'identité dans ses dossiers. Et on l'a, je termine par là. Terminé, à la fin, il va réagir. Il n'avait pas la carte d'identité dans ses dossiers. Et donc je vois, malgré tout ça, les gens ont fait preuve, soit ils ont corrompu le fichier, ou ils ont corrompu le processus électoral pour pouvoir l'intégrer. En principe, il ne doit même pas être sur la liste électorale. S'il te plaît, en principe, il ne doit même pas être sur la liste électorale. S'il te plaît, je termine. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Il ne doit pas être sur la liste électorale même de la CEI. Parce qu'avec quel pied, il n'a pas la carte d'identité ivoirienne normalement. Donc c'est des choses qu'il faut pouvoir clarifier. Et les Ivoiriens attendent beaucoup plus, peut-être ils ont plus d'informations, mais je constate que c'est tout l'échafaudage institutionnel du PDCI qui s'écroule aujourd'hui parce qu'ils ont un président qui n'aurait pas dû être président et c'est une élection qui doit être reprise et je vois toute la légitimité de la démarche du président Jean-Luc. À la fin maintenant. Relativement à ce que Michel Bitta a dit, il a lui-même précisé que le Conseil constitutionnel en dernier ressort va évoquer la question, mais il se trouve que depuis toujours, tout le monde, aussi bien au PDCI ou ailleurs, donne son avis sur l'éligibilité des uns et des autres. Donc c'est ce débat qu'on continue avec effectivement la possible le Conseil constitutionnel en dernier ressort de dire ce qu'il en est. Ce que je veux noter, c'est que dans ces conditions-là, à l'époque, les gens se sont contentés, il me semble, le Conseil constitutionnel, de ce qu'on appelle une déclaration sur l'honneur. Et le PDCI aussi s'en était contenté en 2020. Et 2025, ce sera la deuxième application de cette disposition de la Constitution qui demande d'être exclusivement des nationalités ivoiriennes. C'est une disposition nouvelle introduite dans la Constitution en 2016. La première application a eu lieu en 2020. Elle a consisté à une déclaration sur l'honneur indiquant que l'on est exclusivement de nationalité ivoirienne et que l'on n'a pas une autre nationalité. Si par le passé, la déclaration sur l'honneur a suffi au niveau peut-être de la CI, du Conseil constitutionnel et même du PDCI pour recueillir les candidatures, il est évident que, eu égard aux expériences qui se sont passées dans d'autres pays, notamment au Sénégal, et avec ce qui se passe, la déclaration sur l'honneur ne suffira pas. La demande de rénonciation à la nationalité française qui a été déposée le 7 février ne suffira pas. Il faudra certainement ajouter un document venant de la France confirmant que cette rénonciation est effective et que le président Tidiane Thiam ne pourra plus jamais, au cas où il est élu président, utiliser la nationalité française, bénéficier de la nationalité française. Il faut un document de la France. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. 1. Et 2, relativement à ce que aussi dit Lassine, je ne veux pas entrer dans les détails sur les questions des nationalités, je veux simplement faire une observation pour dire que oui, c'est vrai. Lorsque le congrès du PDCI a pris une résolution qui d'ailleurs est rejetée désormais pour dire d'aller à la Convention, lorsque le congrès du PDCI prend une résolution pour demander au président Tidiane Thiam d'être candidat à l'élection présidentielle, il me semble que ce même congrès devrait, alors qu'il s'est engagé devant le comité d'organisation à renoncer, avant de prendre une résolution pour dire que M. Thiam est le candidat, de mon point de vue, le congrès devrait s'assurer
de la réalisation de cette promesse-là, de la réalisation de ce qu'il était exclusivement ivoirien et non de ce que ce sera fait dans le futur et à partir du 7 février 2025. À ce niveau-là, il y a eu une promesse en privé dont le Congrès n'a pas été saisi parce que ça n'a pas été un débat public. Merci. Ça n'a pas été un débat public au Congrès. Le Congrès du PDCI n'est pas informé que le comité d'organisation du Congrès a posé la question au président Thiam et que le président Thiam s'est engagé à régler la question. Donc, au moment où le Congrès désigne M. Thiam, le propose comme le candidat du PDCI à l'élection présidentielle, les militants ne sont pas informés d'une part de ce qu'il n'est pas exclusivement ivoirien, ou d'autre part, s'ils sont informés qu'il ne l'est pas, de ce qu'il a été prévenu et de son engagement à régler la question le moment venu. Félix Boni. Ben, je saisis au bon la chute de l'affaire parce que c'est ce que je voulais dire. Je crois bien que si le Congrès et les congressistes avaient ces détails sur le cas actuel que pose la candidature de Tidiane Thiam, je ne crois pas que ces congressistes auraient voté à 94 ou combien de pourcents. Tidiane Thiam aurait choisi comme président du PDCI-RDA une personnalité dont le cas est hypothétique. Je pense qu'on a trompé les militants du PDCI-RDA. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les militants du PDCI-RDA sont dans l'inquiétude. Et il faut le reconnaître, ils sont dans l'inquiétude. On a vu plein de réactions d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Beta, c'est vrai, il était à Yamoussoukro, mais vos caméras l'ont montré. On a vu des visages timorés dans la salle, des gens qui n'attendaient que ça. Et même quand bien qu'il a parlé pendant les 5 minutes, il n'y a pas eu de hurrah ou d'enthousiasme, ce qui montre quelque part que même ses propos n'ont pas convaincu. Tu parles de franchise, mais cette franchise a manqué depuis le départ. Lui-même, dans ses propos hier, pendant les 5 minutes, a dit que depuis 2023, il avait déjà on lui avait posé la question. Mais de 2023 jusqu'en février, 7 février 2025, qu'est-ce qu'il attendait pour introduire cette disposition? Qu'est-ce qu'il attendait pour y aller? Il a dit on a engagé des négociations. Il n'y a pas de négociations. Monsieur Beta, on est en face des Ivoiriens, ne mentons pas au public. Aujourd'hui, en France ou en Europe, tout est sur Internet. Et nul n'est censé ignorer quoi que ce soit. J'invite les Ivoiriens à aller sur les sites du ministère de l'Intérieur français. Quand vous tapez, vous êtes là et toutes les dispositions sont là. Et d'ailleurs, même la demande peut se faire en ligne. Les dossiers à déposer ne sont pas aussi compliqués que cela. Le certificat de nationalité française, votre carte d'identité, votre extrait de naissance, je crois, il y a un 4e élément. Ce sont des éléments qui peuvent se faire en une semaine. Et d'ailleurs, il dit que il y a des gens qui auraient voulu montrer qu'ils lui ont mis la pression qu'en une semaine, tout ceci ne peut pas se faire. Si, tout ce peut se faire en une semaine. Je ne veux pas rentrer dans cette autre polémique, mais il faut être honnête. Les choses n'ont pas été aussi claires que ça. Et le porte-parole d'un parti, ce n'est pas n'importe qui. Les députés, ceux qui ont fait des meetings au nom du président du parti, ce ne sont pas n'importe qui. Le juriste maison du PDCI-RDA, Maître Blessis, ce n'est pas n'importe qui. Toutes ces personnes ont confirmé, ont rassuré les militants du PDCI qu'il n'y a pas de souci. Et que le 7 février 2025, à 8 mois des élections, on vient d'entamer une procédure pour vouloir s'en expliquer. On a menti aux militants du PDCI et ça, ce n'est pas de la franchise. Alors, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que vous êtes le PDCI, en tout cas dans la version actuelle, est dans une posture très délicate et que les militants sont déroutés et se demandent s'il faut bel et bien continuer le combat avec une telle personnalité. Parce que quand vous aurez franchi le cap du PDCI, il y aura maintenant les Ivoiriens en face. Tout ce qui se passe au PDCI est regardé par l'ensemble des Ivoiriens. Et sachez que le président de la République n'est pas élu par les congressistes du PDCI-RDA. Il est élu par les Ivoiriens. D'accord. Michel Beta. Monsieur Boni, je ne sais pas où tu veux avoir plus de franchise que quelqu'un qui se prononce sur ses démarches, sur sa attitude. Moi, je ne sais pas où tu veux encore plus de franchise. Mais je crois que là... au départ. Non. Depuis le départ, il a fait preuve de franchise. Il ne t'a jamais dit qu'il n'avait pas la nationalité française. Bref, moi je veux dire que cette question de nationalité-là, Tidiane Thiam l'a déjà réglée.
en déposant ses dossiers pour renoncer à la nationalité. Et il a mesuré les délais qui sont impartis à ceux qui déposent les dossiers. Donc je crois que là même n'est même plus la question. La question essentielle, c'est qu'est-ce que Tidiane Thiam propose aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi je me suis attardé à faire comprendre... Avant de proposer, il faut qu'il soit candidat. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui nous intéresse. Il est candidat, s'il te plaît. Il faut qu'il soit éligible. Non, il est éligible. C'est ça qui nous intéresse. Mais Beta, tu as dit sous réserve. Non, je n'ai pas dit sous réserve. Non, je n'ai pas dit sous réserve. J'ai dit que les juristes sont dit... Tout le monde est sous réserve. Hein. Même bien sûr. Voilà, donc si c'est la réserve, tout le monde a ça. Voilà. Donc je dis que pour ce qui est de l'essentiel, moi je crois qu'il faut amener le débat là où les Ivoiriens l'attendent. C'est-à-dire, qu'est-ce que chacun des candidats potentiels propose aux populations. On aura l'occasion d'en parler forcément, parce que chacun a forcément un programme sur lequel les Ivoiriens vont se prononcer sur lequel on veut s'attarder, le sujet de la nationalité. Tidiane Thiam a déposé ses dossiers et il a même dit, j'ai déposé les dossiers et c'est comme, il a dit, les 5 minutes, ce qu'il n'a pas dit, ce que Boni refuse de dire, c'est qu'il a dit que pendant les 5 minutes, il a dit que l'ambassade est comme un coussier à la poste. On dépose et ça se fait. Donc, ce n'est pas des choses qui... C'est parce que les tests que j'ai lus sur le site du ministère de l'Intérieur disent. Mais l'ambassade, tu déposes, mais ça va ils vont statuer sur le dossier. Et les délais, ce n'est pas lui qui impose les délais. Non, s'il te plaît. C'est pas Tidiane qui impose les délais. Alafé l'a dit tantôt, aujourd'hui, il est lié à la France. Il n'est pas lié à la France. C'est des choses administratives. Pourquoi tu veux que ce soit lié? Ce n'est pas qu'administratif, il y a un volet judiciaire. Parce que la France, excusez, je te rappelle, je vais te dire quelque chose. Quand ils vont statuer sur ce dossier, ils vont essayer de voir s'il n'est pas en train de fuir, par exemple, les impôts français. Il y a tout un ensemble de procédures, il y a des enquêtes, il y a des éléments préalables qui vont être pris en compte avant d'accepter. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Non, je vais te dire. C'est écrit noir sur blanc que dans les 6 mois, c'est écrit noir sur blanc que dans les 6 mois, si vous avez 6 mois après votre récépissé, si vous n'avez pas de réponse, cela équivaudrait au fait que votre dossier a été bel et bien accepté. Ça veut dire qu'il y a des délais qui sont prescrits. Voilà que toi, tu donnes Allez, terminez. D'ici les 6 mois, les candidats en Côte d'Ivoire auront été connus et seront déjà en campagne. C'est ce que vous ne savez pas. On laisse Beta terminer. Campagne, c'est pas lié à ça. Mais il faut être candidat d'abord. Si les 6 mois arrivent, qu'il n'y a pas de réponse... Dans 4 mois, Tidiane Thiam devrait pouvoir avoir bouclé tous ces dossiers et être candidat. Mais il a mesuré tous les délais. Boni, tu me laisses finir? Allez-y, Beta. Il n'est pas quoi? Allez-y, Beta. Mais tu parles de quoi? Les textes sont écrits. C'est la France ici. Mais Beta, vous avez demandé à continuer. Parce que, en fait, ce débat-là, je pense qu'il veut en faire un buzz. Non. Alors que le concerné lui-même. Mais ça fait déjà un buzz. La preuve, sur le plateau, il n'y a que de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que j'ai parlé de la RLE. La RLE qui a été demandée par les candidats. Tous ceux qui ont fait le meeting le samedi ont demandé une nouvelle RLE. Où en est-on? Laurent Gbagbo a demandé son inscription sur la liste électorale. Où en est-on? Ça ne t'intéresse pas. Hein? C'est la nationalité des Titans qui t'intéresse trop. C'est ça qui intéresse tous les Ivoiriens. Vous terminez. 30 secondes. Ne répondez plus à Philippe. Philippe, il y a des problèmes plus sérieux. Aujourd'hui, nous partons à un processus électoral où il ne faut pas se le leurrer. Le président de la CEI refuse de faire la révision de la liste électorale avant les élections. Et ça, moi, je pense que ça nécessite un dialogue politique pour qu'on y arrive. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on voudrait faire les élections, la révision après les élections présidentielles. À quoi ça servirait? Parce on a déjà parlé plusieurs fois de la révision de la liste électorale ici au Club de la Presse. Le discours, c'est le discours que les tenants du meeting, des différents meetings ont tenu. C'est pourquoi je le rappelle et c'est important. D'accord. L'ancien Bakayoko. J'ai entendu Michel Beta parler de révision de la liste électorale. Si on veut être rigoureux, normalement, au moment du contentieux, le président Tidiane Thiam doit être retiré de la liste électorale. Il doit le faire. Tu as l'occasion de le faire. Non, si on veut être rigoureux, tu as l'occasion de le faire. Il doit être retiré de la liste électorale. Avec une nationalité, c'est inscrit. Parce que c'est un Français qui s'est introduit sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Et donc, si un citoyen ivoirien... Déplacer le débat. S'il te plaît, si un citoyen ivoirien peut intenter... Peut-être un procès même contre le président Tidiane Thiam pour lui demander de justifier de sa nationalité ivoirienne. Parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'existe pas de double nationalité dans la législation ivoirienne. Ça n'existe pas. Dès lors que tu prends une nationalité autre que celle de la Côte d'Ivoire, automatiquement tu es délesté de la nationalité ivoirienne. Donc moi je me demande comment est-ce qu'il a fait
Où est-ce qu'il a enlevé cette carte d'identité? Peut-être la carte d'identité d'avant 1999. Le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité, où est-ce qu'il a enlevé ça pour pouvoir s'inscrire? Donc il y a un soupçon de faux dans cette affaire. C'est clair. Il y a un soupçon de faux dont la justice normale devait se saisir, ou à la limite, la commission électorale doit se saisir pour clarifier. Beta peut nous en dire. Peut-être Beta peut nous en dire davantage. Non, avant que Beta ne réagisse. Ce que je vais dire. Donc vous inventez des choses, vous les donnez à quelqu'un. Bon, moi je vous écoute, c'est tout. Le PDCI RDA peut accepter qu'on maille sur ses thèses, Kobli Boni et ses amis peuvent tout faire pour que Tidjane Thiam soit imposé, mais ils ne peuvent pas s'imposer à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, souvent de fois on a parlé de ces questions ici, tu as dit c'est une question interne au PDCI et vous n'avez rien à y avoir. Bon, maintenant, l'affaire sort de la maison du PDCI, ça devient maintenant une affaire nationale. Et là, tu ne peux pas nous priver de nous prononcer sur quelqu'un qui veut nous gouverner alors qu'il n'a pas rempli tous les paramètres d'éligibilité. Et ça, c'est aujourd'hui évident. Et quand Félix parle de délai, effectivement, il y a un délai. Puis, il ne faut pas croire que ça va de soi, parce que la République française peut décider de refuser sa rénonciation. Et même si par extraordinaire, les Français acceptaient qu'il ne soit plus national de chez eux, il va vers où? Peut-être il va devenir... Il doit être réintégré par un décret de la Côte d'Ivoire. Non, il doit faire une nouvelle demande de nationalité. Pour être réintégré. Bon, d'accord. Ça, vous l'avez déjà dit, Lanciné. On va laisser... J'ai un ami angolais actuellement qui veut devenir ivoirien et je lui ai montré les procédures pour devenir ivoirien. Je pense que je conseillerais la même démarche au président Tidjane Thiam et auprès des autorités ivoiriennes qui vont examiner, qui vont apprécier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous empêcher de dire ça. Il y a surtout cette réaction de l'opposition, notamment du président du PPACI, Laurent Gbagbo, sur la question qui était en meeting à Makori. Ouais. Cette opposition qui peut-être devrait peut-être s'unir parce qu'il n'y a plus vraiment le temps. Est-ce que ça fragilise un peu les choses? Oui, je sais qu'il y a les jeunes députés qui ont essayé de se parler, qui ont essayé d'apaiser les choses. Ils prennent des initiatives se prennent, mais nous tous savons que c'est au niveau des leaders que les choses se règlent. Mais pour l'instant, entre le président Gbagbo et le président du PDCRDA, Tidjane Thiam, apparemment, il semble que ce n'est pas le grand amour. Bien sûr, le PPACI et certains communicants du PPACI disent que le président Gbagbo ne passe pas par 4 chemins pour parler des gens, que lorsqu'il veut parler des gens, il les cite. Mais je crois qu'il a répondu à Adjoumani sans dire le nom d'Adjoumani. Je crois qu'il a répondu, il a parlé du ministre Cissé Ibrahim Bakongo sans citer son nom. Donc, si on lui permet de dire, quelqu'un a dit, j'ai dit Digba, je ne dois pas parler comme ça, je parle la langue, le langage de mon peuple, il répond à Adjoumani. Donc, lorsqu'il fait allusion à la nationalité, lorsqu'il fait allusion à quelqu'un qui dit « je connais le monde ici, je connais le monde là », bon, on ne peut pas nous dire qu'il dit les choses, il n'a pas peur des gens, puisque c'est de la même manière qu'il parle de tout le monde. Donc, le message est perçu et lorsque aussi le président Thiam prend des images, il fait des allusions, je pense qu'on peut comprendre ce qu'il dit. Moi, je voudrais profiter de mon tour de parole pour dire aussi que Jean-Luc Billon, qu'on croyait être en rupture définitive, qu'on pensait être parti pour une candidature fatalement indépendante, apparemment n'a pas renoncé à la bataille interne, à la bataille pour l'investiture PDCI, puisque hier, à Yopougon, il a posé ses conditions. Il a demandé une convention ouverte et transparente. Ça veut dire que le comité, lors du bureau politique, même s'il n'est pas présent, bon, même si ses partisans ne font pas du bruit, il souhaite qu'il soit mis en place un comité d'organisation qui tienne compte des tendances, qui tienne compte des velléités des candidatures, de sorte que lui, il ait des représentants dans le comité d'organisation de la convention pour s'assurer de la transparence. Je pense que la transparence qui est demandée au niveau de la CIA par tous les partis politiques et les citoyens doit être une transparence qui commence dans aussi les partis politiques à l'occasion des débats internes. S'agissant de la révision de la liste électorale, j'attends peut-être un prochain tour de parole pour donner un avis détaillé là-dessus. Moi, je dis d'abord, il faut peut-être sur la question éviter d'individualiser les choses, de personnaliser. Est-ce le président de la CI qui refuse la révision de la liste électorale? Il me semble qu'ils sont 18 membres. La CI refuse. La CI est une institution dans laquelle il y a des membres. Ils sont 18. Est-ce que le président de la CI peut se lever s'ils ont fait une réunion
pour décider, par exemple, la majorité, vous dit on fait révision. Le président de la CP se lève pour dire il ne veut pas révision. Non, la majorité, là, c'est pas, entre guillemets, comme me permettre le mot, comme me permettre, c'est pas des moutons. On a une majorité, on dit on fait révision. Et puis le président se lève, il dit je ne fais pas révision. Ce n'est pas possible. Ils sont où, cette majorité dans la CI? Donc, je voulais faire cette précision, et ensuite dire que la loi impose un certain nombre de choses. La loi ne fixe pas de délai ou de période. Les uns estiment que c'est pertinent de le faire avant l'élection. S'ils n'ont pas pu convaincre, bon, le débat se fait, mais on a souvent la réalité, les impressions qu'on a, c'est que ceux qui ont leur point de vue pensent qu'eux, ils détiennent la vérité absolue. Leur lecture de la Constitution, là, c'est la meilleure. Quand quelqu'un d'autre vient dire quelque chose de contraire, il dit non, c'est invendu. Quand quelqu'un explique une version contraire, ils disent non, c'est eux qui connaissent mieux le droit, c'est eux qui connaissent mieux la Constitution. Aujourd'hui, c'est eux qui connaissent mieux les bonnes manières d'appliquer le code électoral plus que tout le monde. On ne peut pas leur dire que non, on peut faire ça à une autre période, on peut faire ceci. Donc, ils deviennent des experts, ils disqualifient ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Je pense qu'il est important, de la même manière qu'on demande de la mesure concernant la question du président Thiam d'aller à l'essentiel, il est aussi possible, sur la question de la révision de la liste électorale, sur la question de la CEI, d'avoir de la mesure, de la modération et d'éviter les jugements radicaux et les jugements excessifs. Ouais. Sur le cas Bion, vous n'avez pas encore réagi. Vous avez parlé de Tidiane Thiam, vous avez parlé de Laurent Gbagbo, Michel Bétain. J'ai dit que Bion a dit clairement que pour lui, il est temps maintenant que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'y retirent, que c'est le temps de la nouvelle génération. Donc je pense qu'il est dans une dynamique qui s'explique aisément. Puisque aujourd'hui, tout le monde est unanime que Ouattara a eu son temps, 15 ans jusqu'à faire 20 ans au pouvoir, c'est assez. Laurent Gbagbo a eu un temps quand même de gouvernance, 10 ans, et aujourd'hui, pour beaucoup, cette tranche d'âge-là doit pouvoir céder la place à la nouvelle génération, comme Ouattara l'a souhaité. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, Bion est dans une dynamique qui, ma foi, est engageante, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner certains changements au niveau de la classe politique. Mais pour ce qui est de la révision de la liste électorale, parce que moi je pense que c'est un point essentiel de la conduite du processus électoral. Pourquoi je le dis? Vous savez, le processus électoral, le dernier, on a eu 1 400 000 et quelques inscrits sur la liste électorale. Le constat qui est fait, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui vont voter, le constat qui est fait, lorsque le taux d'électeurs est élevé, dans la plupart des localités, le RHDP s'en sort difficilement. C'est un constat, vous pouvez constater sur les différentes élections. C'est où on a 15% d'électeurs, 20% d'électeurs, quand on voit le RHDP qui s'en sort bien à ces élections. Donc, si l'opposition est vraiment engagée pour qu'il y ait une révision de la liste électorale, c'est parce qu'il sait que si ce taux-là a encore augmenté, il n'est pas certain que le RHDP s'en sort. Bon, malheureusement, ça va très vite. Ça va très vite. 1 minute, messieurs, vous deux. Félix, d'abord. Je crois que les élections jusque-là ont drainé environ 3 millions d'électeurs. Et donc, l'opposition peut également aussi pousser les autres électeurs à venir voter pour que le taux puisse monter. Concernant cette question, moi, je pense que le problème, c'est que le président de la CEI prend trop la parole lui-même. Il faut qu'il permette aux autres membres de la commission... Il les renvoie, il les chasse. Il prend trop la parole lui-même. Il les chasse, il ne permet même pas de... Il faut qu'il permette aux autres de prendre la parole pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il règle un problème de personne, que le problème, c'est sa personne. Parce que finalement, il y a des opposants de la CEI et on ne les entend pas parler. Ils ne démissionnent pas non plus de la CEI. Mais il y a des problèmes que leur parti politique pose. Ils ne démissionnent pas, ils sont là. Il faut qu'ils leur laissent l'attitude, eux aussi, de venir expliquer cela pour que cela puisse éventuellement rassurer leur parti politique. Ou bien ils démissionnent carrément. Comme ça, on sait qu'il y a un problème par rapport au processus électoral. Et puis, pour terminer, sur le cas Bion, j'ai vu également à Yopougon un délégué qui a appelé Jean-Luc Bion à ne pas du tout aller en indépendant parce que, contrairement à ce qu'on croit, ils sont pleins les délégués silencieux et beaucoup de gens au PDCI qui sont silencieux pour ne pas que le couteau, le marteau du président du PDCI leur tombe dessus, passer à les élections législatives en décembre. Et c'est lui le président, c'est lui qui fait la liste. Donc, qu'il aille à la convention, qu'éventuellement, il est certain que si Jean-Luc Bion va à la convention, il sera éventuellement le meilleur profil pour pouvoir être le désigné candidat du PDCI-RDA. J'ai entendu ça également à Yopougon et je crois que le débat a commencé au PDCI. Je pense que
il n'y a pas de problème lié à la révision de la liste électorale. Je pense qu'il y a des oppositions qui sont dans une logique de discrédit de la CEI. Et puis, je suis d'accord avec Félix que le président de la CEI doit laisser la place en termes de prise de parole à d'autres personnes qui sont peut-être de l'opposition. Mais je vais vous faire une petite révélation. J'ai échangé le week-end dernier avec un des vice-présidents qui est de l'opposition. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous laissez Coulibaly Kubier toujours prendre la parole et parler en votre nom? Mais ça va te surprendre, Beta. Il m'a dit, tout ce que Kubier a dit, nous sommes d'accord avec. Seulement que si nous... S'il te plaît, seulement si nous prenons la parole pour valider ce que Kubier a dit, nos partis et nos militants vont nous trucider dans nos quartiers. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. C'est à toi, celui qui dit ça. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si on prend la parole pour dire que Kubier est dans le vrai, mais nos partis vont nous canarder. Et donc, nous avons peur même pour notre intégrité. C'est pour ça que nous laissons Kubier parler. Parce que Kubier, lui, a l'avantage de n'être affilié à aucun parti. On va terminer avec Alafé. Je termine par là. Ça veut dire que ces gars qui sont là-bas, ils savent que Kubier est dans le vrai, mais ils défendent leur beefsteak. Ils défendent leur beefsteak. Et ça, il faut que cela change. Et pour moi, le seul avantage qu'on aura à faire une nouvelle révision de la liste électorale, le seul avantage, à mon avis, aujourd'hui, et qui est objectif, c'est-à-dire, c'est que Tidjane Thiam, qui est en train de demander la nationalité ivoirienne, espère pouvoir avoir... Renoncer à la nationalité française. Oui, il a renoncé, mais de facto, il va demander la nationalité ivoirienne. Ça veut dire qu'on puisse lui accorder une carte d'identité avant une certaine date pour qu'il puisse prendre cette carte pour s'inscrire sur la liste électorale. Voilà le fond du problème. C'est ça qui est objectif. Indépendamment de ça, il n'y a aucune autre objectivité à vouloir nous imposer une période ou un délai pour la révision de la liste électorale. On termine avec vous, oui. Souvent, je fais quelques tentatives de lecture du code électoral. On n'a pas le temps pour le faire aujourd'hui, mais je veux dire, le PPACI, le PICI, peut-être d'autres partis politiques ont écrit à la CI pour demander un certain nombre de choses. La question serait résolue s'il y a unanimité et que le RHDP écrit. Voyez-vous, quand, pendant la révision de la liste électorale, on proroge, c'est l'ensemble des partis qui saisit. Tout le monde, il y a unanimité. Pendant qu'on y est, au-delà ou en plus de mettre la pression sur la CI en tant qu'institution, ou le président, ou les personnes désignées par les partis politiques, le PDCI, je pense, peut demander à rencontrer le RHDP. Le PPACI peut demander à rencontrer le RHDP, se parler, discuter. En attendant le dialogue politique formel, ces partis peuvent se parler, se rencontrer. Et peut-être il suffit que le RHDP écrive une lettre à la CI comme les autres, et puis des modalités pourront être trouvées pour faire une révision. Étant entendu que techniquement aussi c'est difficile, parce qu'au plus tard en juin, il faut qu'il y ait la liste électorale définitive pour que les parrainages puissent être enclenchés sur la base de la liste électorale définitive. Car si on fait une révision entre février et mars, le risque est qu'il ne soit pas possible que les inscrits de cette période soient traités et aient un numéro de carte d'électeur. Ainsi donc, même si on pense qu'ils pourront voter en octobre, ils ne pourront pas parrainer de candidats parce qu'ils n'auront pas de numéro de carte d'électeur. Et souvent même, les gens se font enrôler sans carte d'identité. On se fait enrôler avec un certificat de nationalité. C'est le cas du Français Tidjane Thiam. Quand tu n'as pas une carte d'identité et que tu n'as pas une carte d'électeur avec un numéro, tu ne peux parrainer aucun candidat. Bon, voilà le problème de se faire enrôler et de ne pas disposer d'une liste électorale provisoire et définitive avec disponibilité des cartes d'électeurs. Malheureusement, ce sera la dernière. Tu sais, sur ce point, je voulais te rassurer, cher confrère. Il faut non, je vais te rassurer. Puisque par le passé, les partis autour de la discussion sur le dialogue politique, ils ont convenu que la liste qui est maintenant disponible là, soit celle qui serve au parrainage. Donc le parrainage, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Légalement et techniquement,
techniquement, la liste ancienne n'existe plus parce qu'il y a 900 000 nouveaux. Mais les 900 000... Elle n'existe plus, elle n'a plus aucune existence. On les traite maintenant, mais 900 000, maintenant on fait la nouvelle l'ancienne n'existe plus et il n'y a pas de nouvelles. J'ai dit ça. En 2010, en 2020, il y a eu une révision. Il y a des arrangements avec la loi, il faut en sortir. Il est en train de proposer un arrangement et la loi. Non, mais un dialogue politique. D'appliquer la loi, il propose un dialogue politique pour un arrangement et la loi. C'est pas un arrangement et la loi, c'est électorale qui est censé ne plus exister. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, messieurs, on va certainement revenir sur la question parce qu'on a un deuxième sujet à aborder. Évidemment, c'est vrai qu'on l'a fait la semaine dernière, mais on va revenir. Est-ce qu'il faut craindre vraiment une régionalisation du conflit en RDC? La SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est demandent un cessez-le-feu immédiat et sans condition. On en parle avec David Soyo et on se retrouve juste après. 2900 morts, bilan provisoire de l'offensive du M23 dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Soutenus par l'armée rwandaise, les rebelles du M23 progressent vers le sud Kivu. Contrôlant la quasi-totalité de la ville de Goma, les rebelles du M23, nouveaux maîtres des lieux, ont animé un giga-meeting pour afficher leurs intentions, celle de marcher sur Kinshasa. La contre-offensive est également déclenchée par la République démocratique du Congo. Mission, chasser le M23 et ses soutiens hors de leurs frontières. L'intensité des combats inquiète de plus en plus et plonge cette partie du pays dans la détresse. Ce samedi 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie, les présidents des organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont demandé un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Cette décision conjointe sera-t-elle respectée sur le champ de bataille? Est-ce qu'en soi, messieurs, il n'y a pas déjà un conflit régional dans cette situation RDC-Rwanda? Félix Boni. Évidemment, il y a un conflit c'est un conflit déjà régional, un conflit on a le RDC, le Rwanda, mais n'oublions pas l'Ouganda qui est juste à côté et le Burundi qui joue un double jeu, qui a envoyé vendredi des soldats à RDC également, qui les fait passer pour des soldats dans une certaine mission de lutte contre le terrorisme et qui en réalité participe réellement à tout. Je crois que le conflit s'est régionalisé. Cependant, il faut quand même avoir un peu d'espoir parce que la rencontre de ce samedi en Tanzanie où on a eu la présence des deux dirigeants, notamment Paul Kagame et le président de Félix Tshisekedi. Il était en visioconférence. Ils étaient en visioconférence, mais au moins pour une fois, ils ont pu quand même s'exprimer. Même si au bout, il n'y a pas eu de décision concrète. Mais le président congolais s'est quand même félicité. Ce qui moi, je me chiffonne un peu parce que j'ai suivi le débat sur le plateau ici la semaine passée quand je n'étais pas là. On a vu un président congolais qui bandait suffisamment les muscles, mais qui aujourd'hui est en train d'appeler à l'aide partout. Quand il bandait les muscles, il comptait sur quoi? Voici qu'il montre à la face du monde qu'il ne maîtrise pas du tout ce côté de son pays, où il n'y a aucune infrastructure pour lui permettre, lui et son armée, de pouvoir éventuellement mener une action concrète. Donc du coup, il est obligé d'attendre de l'appui des autres, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, tous ces pays-là, pour venir s'impliquer. Et aujourd'hui, il faut saluer un peu ces deux médiations qui se mènent aussi bien en Tanzanie qu'en Angola, mais espérer vraiment que cela puisse aboutir parce qu'au moment où nous parlons, le président tchadien en appelle à l'ONU pour qu'il y ait une force internationale pour stabiliser cette zone. Et je crois que cette force tampon pourrait éventuellement jouer un grand rôle parce que s'il faut compter sur le RDC et les autres pays voisins, je crois que le conflit va continuer à aller sans cesse s'enflammant. L'ancien débat Kayeko. Moi, je pense que la RDC a un problème de leadership. Le leadership en RDC a un problème de vision. Parce que vous savez, c'est un pays qui est entouré par 9 pays. La RDC est frontalier avec 9 pays. Aujourd'hui, c'est un pays qui a 134 000 soldats d'effectifs de son armée. Le Rwanda n'a que 33 000. Et quand je vois cette grande RDC appeler à l'aide dans toute la région, moi, je trouve ça un peu gênant. À la limite, il aurait fallu une déclaration de guerre et aller elle-même éradiquer le M23, à la limite, aller envahir même la RDC, le Rwanda. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je crains qu'on ne revienne à la case départ. Parce que les pays qu'on appelle aujourd'hui à venir intervenir, ça ne sera pas sans contrepartie.
Ça veut dire qu'on remet le problème. Si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, le Burundi aujourd'hui qui veut déployer près de 10 000 hommes en RDC, il y a un coût financier. Donc, tout le monde sait que la RDC est riche. Donc, il est évident que à Bukavu, dans le sud Kivu, où les troupes burundaises vont intervenir, mais il va falloir les payer. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, le Burundi va demander quelque chose en retour. Même chose pour l'Angola et dans une certaine mesure l'Afrique du Sud qui veulent intervenir. Bon, l'Ouganda, si l'Ouganda et le Rwanda aujourd'hui sont les bases arrière des rébellions, mais c'est justement parce que ces pays sont intervenus dans le cadre de l'AFDL qui a pris le pouvoir à Kinshasa avec Laurent Désiré Kabila et qui manifestement demande qu'ils soient rétribués à la mesure du travail qu'ils ont accompli. Et donc si aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo en appelle encore à d'autres armées, il est évident que ces armées-là, plus tard, vont encore demander des rétributions. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, dans le cas de Burundi, et je voudrais terminer par là, cette armée est le fruit aussi d'une rébellion. N'oubliez pas que le pouvoir burundais est issu d'une rébellion, le CNDD-FDD, qui était dirigé par Nkurunziza, dont aujourd'hui Évariste Ndayishimiye était le vice-président et qui a succédé aujourd'hui à Nkurunziza, à Pierre Nkurunziza. Donc, je veux dire que toute cette région-là, c'est une région de guerre permanente. Et pour moi, la RDC doit prendre ses responsabilités. Je pense qu'elle doit équiper son armée, bien traiter son armée. Figurez-vous que l'armée du Congo, il y a des soldats qui sont payés à 65 000 francs. Francs CFA, 90 000 francs CFA, pendant qu'on paye des mercenaires roumains à 3 millions, 4 millions par mois. Mais c'est surréaliste. Donc pour moi, la RDC doit éviter de sous-traiter sa défense, son outil de défense, prendre le taureau par les cornes et aller faire une déclaration solennelle de guerre au Rwanda, laisser les autres pays et aller directement aux besoins changer le régime à Kigali. Et la rencontre pourtant de Tanzanie, justement, veut aller à la paix, hein, c'est le fait immédiat. Oui, mais on est en train de reporter les choses. Puis moi, je pense que ça, c'est une grosse humiliation pour la RDC. Tshilombo a dit qu'il ne va pas discuter avec le M23. Et là, il y a quelques jours, j'ai vu l'église congolaise et la société civile qui demandait à Félix Tshisekedi d'intégrer l'ensemble de la classe politique, y compris le M23, dans le dialogue politique. Et je pense que si Tshisekedi venait à accepter les conditions qui sont imposées aussi bien en interne qu'à Nairobi, je pense que ce serait un recul, ce serait une faiblesse de la part. C'est possible, Michel Bétain, cesser le feu immédiat et surtout sans condition, comme l'a décidé le sommet? Non, ça, il ne faut pas rêver. Faut pas rêver. Moi, je dis, pendant qu'on est en train de débattre ici, la guerre continue là-bas et les gens sont en train de mourir. Pour moi, cette guerre-là, il ne faudrait pas qu'on la prenne au premier niveau. C'est vraiment les Africains qui sont engagés dans cette guerre-là, c'est vrai, mais on connaît les tenants économiques de cette guerre-là. Donc, il faut la regarder au-delà. Ceux qui en tirent parti, c'est les puissances étrangères. Aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, ils ont du mal même à prendre une décision claire face à cette crise-là. Il y en a même des États-Unis. Aujourd'hui, bon, je crois que ce conflit-là nous interpelle tous. Moi, je le dis, c'est vrai, c'est en RDC, ça se fait, mais c'est un conflit même plus africain que congolais. Contrairement à ce que mon co-débatteur Bakako dit, que Tshisekedi prenne les... Mais non, c'est que tu dois comprendre. C'est-à-dire les armes qui sont engagées en RDC là. C'est même pas les armes dont Tshisekedi dispose. C'est même pas des armes dont le Rwanda dispose. C'est des armes... Au point qu'aujourd'hui, M23, à la limite, M23, c'est quelle troupe? C'est une troupe de bigarrés. Il y a les mercenaires qui sont introduits là-bas, de sorte qu'ils ont toutes les armes nécessaires pour contrer l'armée. C'est quelqu'un qui a engagé des mercenaires également. Non, il faut le savoir, des Roumains. Je finis. Ils ont tout l'armement pour enrayer la progression des troupes congolaises. Aujourd'hui, le conflit a montré que le monde entier est en guerre. Le monde entier en guerre en RDC autour des intérêts de l'économie de ce pays-là. Et qu'est-ce que l'Afrique fait? Quelle décision l'Afrique fait? Il faut que l'Union africaine s'en mêle. Ça ne va pas rester au niveau seulement des pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe. Il faut que toute l'Afrique s'en mêle pour qu'une solution africaine soit trouvée à cette crise-là. Sinon, auquel cas, après la RDC, je ne sais pas qui sera la prochaine cible de ces mercenaires qui ne cherchent que l'économie, la richesse de ces sous-sols-là.
Oui, un conflit africain, c'est un conflit fait par des Africains. Ça, d'abord, il faut le reconnaître. Et puis, éviter toujours de voir les mains extérieures. Mais elles y sont, c'est pourquoi nous le disons. C'est un conflit fait par des Africains. Le M23, c'est des Africains, c'est des Congolais. Peut-être que des Rwandais, l'armée rwandaise les aide, c'est des Congolais. Et je pense qu'on ne peut pas avoir de paix sans dialogue. Et si la crise a perduré indépendamment de la révolte légitime des Congolais et du président Tshisekedi, c'est aussi par ce refus du dialogue direct. On va y arriver, peu importe l'humiliation. La RDC a besoin de paix, la RDC a besoin de stabilité. Il faut payer le prix de la paix, il faut s'humilier et laisser les états d'âme. Discuter avec le M23, les Congolais du mouvement, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une honte, c'est un sacrifice pour la paix. C'est le début de la paix. Parce que ça sert à quoi de discuter avec Kagame, deux présidents d'État, en pensant qu'ils manipulent, il suffit qu'ils claquent le doigt et puis les gens arrêtent le conflit. Non, il faut envoyer des émissaires, discuter avec eux. En Côte d'Ivoire, ici à l'époque, on a fini par avoir le dialogue direct, Gbagbo Guillaume Soro. Ça a donné la paix, non? Que pendant longtemps, il y avait aussi ce même refus d'un dialogue direct. Un État ne discute pas et les rebelles. On a connu ça, il semble que c'était un modèle après qui a été vendu. DG, la différence est que la RD Congo a déjà discuté avec le RCD, ça n'a pas marché, qui était en rébellion. Ils ont discuté avec le CNDP, qui sont dans les mêmes conditions, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marcherait avec le M23 qui sont des excroissances? Il y a eu des moments de paix, des périodes de paix, il y a eu des accords à Pretoria, il y a eu beaucoup de processus de paix. Et aujourd'hui, nous avons un conflit nouveau. L'un des blocages est justement le fait de ce refus d'une discussion directe par rapport à ce conflit nouveau, alors que les conflits anciens se sont passés plus ou moins, ont été résorbés et réglés par rapport à ce dialogue direct. Il faut, de mon point de vue, renouveler, accepter de le faire et payer le prix pour la paix, parce que ce n'est pas mauvais de se parler. Merci. Félix, je voulais juste dire, la paix n'a pas de prix, il n'y a pas d'humiliation, voilà. Il n'y a pas de recul. Je crois qu'il faut faire tous les sacrifices pour obtenir la paix. Moi, je voudrais juste terminer en disant que depuis que les accords se sont signés, chaque fois qu'il y a des accords, les mouvements rebelles ont tous été intégrés au gouvernement de la RDC, mais à chaque fois, ça a ressurgi. Et le M23 est justement né de cela, parce qu'après les accords de 2009, le M23 était intégré. Et en 2012, le M23 a estimé que les accords ne sont pas suffisamment appliqués alors qu'ils ont des membres qui sont intégrés à l'armée et même au gouvernement. Et donc pour moi, ça sera l'éternel recommencement. Il faut que le RDC prenne son destin à deux mains et aille éradiquer le mouvement par elle-même. Merci, messieurs. Merci Alafé Ouakili. Merci Michel Bétard, Lanchide Bakayoko, Félix Boni. Merci de nous avoir suivis et on se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.